et bienvenue à tous. Merci à la CASA et au CIMISA de nous accueillir, d'accueillir ce Club Éco de Nice Matin au Pôle Alpha. C'est un magnifique bâtiment flambant neuf qui, mêlant tous les acteurs de l'innovation, symbolise parfaitement la fertilisation croisée inscrite dans l'ADN de Sophia Antipolis. Et justement, de fertilisation croisée, il en sera indirectement question lors de cette table ronde, puisque nous aborderons l'impact économique d'une technopole sur un territoire, mais aussi le rôle qu'elle joue au national et à l'international pour attirer de nouveaux acteurs, justement ici, à Sophia Antipolis. Alors, si nous avons choisi cette thématique, ce n'est pas innocent, c'est aussi parce que Sophia Antipolis accueillera en octobre prochain le 43e congrès mondial de l'IASP. Alors, c'est l'International Association of Science Parks, désolé pour mon accent, un événement où sont attendus plus de 1000 participants, des leaders de l'innovation, des entrepreneurs, des chercheurs venus du monde entier. Et c'est l'occasion vraiment de faire rayonner Sophia Antipolis, son parc scientifique et technologique au service de l'humain et de l'intérêt général. Voilà, cette longue introduction pour maintenant vous présenter nos invités. Donc, nous avons Jean Leonetti, maire d'Antibes et président de la communauté d'élaboration de Sophia Antipolis, CASA. À ses côtés, Jean-Pierre Mascarelli, qui est président délégué du syndicat mixte de Sophia Antipolis, le CIMISA. Il est aussi vice-président de la CASA. Et surtout, Jean-Pierre, vous intervenez ce soir en votre qualité de président de la fondation de Sophia Antipolis, qui a pour objectif de faire rayonner la technopole sur le territoire national et surtout dans le monde entier. Vaste programme que vous avez. À côté, Ingrid Mas, qui est start-upeuse. Vous êtes maître de conférence, mais vous avez pris une disponibilité parce que vous vouliez tester autre chose, et en l'occurrence, le monde de l'entrepreneuriat, en lançant l'EGA, une start-up, un laboratoire, pardon, qui est spécialisé en génétique judiciaire. Vous allez nous expliquer ce que c'est, Ingrid. À vos côtés, Jean-François Galtier. Vous êtes le dirigeant de Prism, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans tout ce qui est hypervision et supervision des biens et des sécurités des personnes. Dans l'ordre, c'est ça. Et enfin, dernier intervenant, David Jesberg, vous êtes le directeur de RECOM, l'école d'ingénieurs qui vous joue à domicile, parce qu'en fait, l'école est juste à côté. Et vous allez également installer une partie de vos bureaux et classes ici, dans le bâtiment Alpha. Merci à vous tous d'être présents. Et écoutez, commençons directement. Monsieur Leonetti, qui mieux que vous, en tant que président de la CASA, pour nous parler de l'impact économique d'une technopole sur le territoire. Quel est l'impact économique ? L'impact économique, on pourrait répondre par un chiffre, 8 milliards d'euros. Voilà. Alors, ça serait déjà un élément qui, si on le compare, c'est toute l'activité économique du tourisme de Menton jusque dans le Var. Donc, on a une image, effectivement, de la Côte d'Azur. Côte d'Azur, économiquement, c'est le tourisme. Non. Le principal pôle d'activité économique, c'est Sophia Antipolis. Après, la deuxième question, c'est si c'est un pôle économique, comment doit-il fonctionner et pourquoi fonctionne-t-il ? Souvent, on parle Saclay, par exemple, hein, et Sophia Antipolis. Paris, Saclay. Et on les a reçus il n'y a pas tellement longtemps et on a été étonnés du manque d'équilibre qu'ils ont. Ils ont une puissance, bien sûr, universitaire et académique et de recherche. Mais il y a peu d'entreprises qui sont autour d'eux. Et au fond, Sophia Antipolis a une activité économique qui, en permanence, et c'est peut-être sa caractéristique, comme vous l'avez dit, de fertilisation croisée, qui est dans son ADN, elle est alimentée en permanence par des gens qui viennent de l'universitaire ou de la recherche. On en a un bel exemple à côté de nous, et qui passent, comme on disait à un certain moment de manière un peu péjorative, du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté économique et financier, et qui réussissent. Ce modèle-là est un modèle qui est assez développé dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, qui, en France, a subi pendant des années une étanchéité entre la recherche d'un côté, l'université de l'autre côté, et puis le monde économique de l'autre côté.
Je raconte 2 anecdotes. Moi, j'ai travaillé 2 ans au CNRS dans ma formation médicale. Je n'avais pas le droit de parler aux universitaires parce que la recherche devait être complètement étanche de l'université. Je ne vous dis même pas ce qui me serait arrivé si j'avais envisagé une collaboration avec une entreprise. Et le deuxième, c'est qu'un jour, je suis allé justement sur ces sujets en Israël. Et en Israël, je rencontre un prix Nobel. Pardon de ne pas avoir retenu son nom, mais cet homme m'a troublé parce qu'il m'a expliqué dans un premier temps comment la configuration en carbone pouvait changer la réaction du métal au froid, au chaud, à l'humide et au sec. Vous vous en souvenez encore? Voilà. Donc, je me souviens parce qu'ensuite, il m'a sorti une poêle et il m'a dit, et grâce à mon innovation et à ma découverte, eh bien, j'ai inventé, on a appliqué et on a fait une poêle qui n'attache pas. Je ne dirai pas la marque, chacun pense à une marque particulière. Et donc, cet homme qui était prix Nobel était au bout de l'exploitation de sa recherche et il avait compris qu'entre la recherche fondamentale qu'il avait probablement fait initialement et l'application de sa recherche dans le quotidien, il y avait une fluidité qu'il fallait continuer à développer. Et je pense que c'est l'atout qu'on appelle fertilisation croisée, triptyque vertueux, etc. La force de Sophie Antipolis, elle est là. Vous nous rappelez un peu les chiffres de Sophie Antipolis? Les chiffres, alors, je vous mets 7500 étudiants, mais avec une croissance qui va faire qu'on va le doubler ce chiffre dans les 3 à 4 ans qui vont venir. On a 2700 entreprises et on a surtout une autre caractéristique qui est un avantage et un inconvénient, mais il faut toujours le regarder comme un avantage et pas comme un inconvénient. C'est 2400 hectares qui abritent une technopole avec 90% d'espace vert. Donc ça la disperse, mais en même temps, cette dispersion dans un monde où l'intelligence artificielle et le numérique est dominant n'est pas un inconvénient. Et si on avait voulu créer du Sophie Antipolis au cœur d'une ville, on l'aurait plutôt étouffé, tandis que là, on a géré en réseau, et la gestion en réseau est probablement, ça c'est un autre débat plus philosophique, est-ce qu'on doit gérer en pyramidal ou en réseau? Le système pyramidal est mort, à la fois dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion des problématiques, et la souplesse, la réactivité, la solidité, paradoxalement, du réseau est bien plus forte que le système pyramidal. En quoi Sophia Antipolis a-t-elle développé l'économie locale? Puisque vous êtes au cœur. Oui, vous êtes au cœur du réacteur. C'est encore pour vous. Alors l'économie locale, elle est à la fois avec des contraintes et des avantages. Si je regarde les contraintes, on se trouve dans une situation dans laquelle le sophipolitain, homme ou femme, plutôt homme, parce que 75% de nos ingénieurs sont des hommes, encore, ça changera, viennent et ils ont une 30 à 40 ans, ils ont une famille, ils ont 2 enfants. Donc déjà, ils veulent se déplacer, donc d'où les enjeux de déplacement. Ensuite, ils veulent habiter, d'où les enjeux d'un habitat qui doit être désormais dans une stratégie différente qu'on évoquera tout à l'heure. On doit habiter aussi sur la technopole et pas faire des entrées-sorties sur la technopole. 46 000 personnes qui travaillent à Sofia. Si vous dites ils vivent tous à l'extérieur, il y en a 46 000 qui rentrent le matin, 46 000 qui rentrent le soir. Vous avez 6 000 seulement salariés qui travaillent et vivent sur Sophia Antipolis. Et donc la reconversion d'un certain nombre de bureaux en habitat qui est réalisée sur Sofia est une des voies de sortie. Ensuite, il y a des loisirs. Voilà. Donc ils veulent du théâtre, ils veulent du sport, ils veulent des loisirs sur la bande côtière, ils veulent du calme, ils veulent tout en fait. Voilà, ils sont dans la modernité, ils disent je veux à la fois avoir du réseau mais avoir des arbres autour de moi, je veux à la fois pouvoir faire mon jogging et puis rentrer chez moi après, et je veux à la fois avoir tout ce qui est possible. Voilà, avoir tout d'une grande, comme dit une publicité pour une marque de voiture, avoir tout d'une grande, c'est-à-dire je vis dans un petit village ou dans un espace, une ville modeste comme Antibes, et en même temps, je veux l'ensemble. Et donc, ces chiffres-là nous interpellent, parce que oui,
il y a une quinzaine d'années, même pas. C'était 90. On se trouve dans une situation dans laquelle on cherche à relancer Sophie Antipolis, qui est, entre guillemets, mort-vivant. Comment on l'enterre, comment on fait la reconversion, etc. On passe dans les années 2010, et là, il y a un plan qu'on a oublié, qui est un plan qu'on applique, qui s'appelait le plan Borloo, parce que Jean-Louis Borloo était aménagement du territoire et développement économique, et en même temps, il était sur l'aménagement du territoire respectueux de l'environnement. Et donc, on définit ce triangle un peu magique qui dit il y a une ligne de transport qui va du littoral jusqu'à Sophie Antipolis. Ensuite, il y a une branche qui part vers les Clozones et vers Valbonne. Il y a une branche qui part vers Biot et qui aujourd'hui abrite l'université. Et puis, dans ce triangle-là, on dit on garde 90% d'espace vert. Et à l'intérieur, on dit on y implante une université. Et donc, finalement, ce rêve un peu fou s'est réalisé. Et on est passé en 2010 de 29 000 salariés à 46 000 salariés aujourd'hui. Donc, ça veut dire que cette réussite est une réussite de croissance relativement maîtrisée et paradoxalement relativement organisée. On n'a pas l'impression, quand on rentre en Sofia, il y a un triangle magique qui fait Antibes, Trois-Moulins, montée vers Valbonne, passage vers la place Sophie Lafitte, arrivée au Pôle Alpha, redescente sur Antibes. On n'a pas l'impression que c'est organisé. Mais en fait, ça s'est organisé comme ça. Maintenant, il faut que nous soyons en cohérence avec ce que nous disons. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous apportent bien sûr des revenus financiers. Les revenus financiers sont reconvertis avec une stratégie, c'est que, vous connaissez les règles de l'impôt, ou bien vous avez une assiette large et un impôt faible, ou bien vous avez une assiette étroite et vous êtes obligé de faire un impôt élevé. Mais on n'augmente pas les impôts, on les baisse au contraire. Vous avez des transports en commun qui sont gratuits, en tout cas sur l'axe Sophie Antipolis, et ce n'est pas dû au fait qu'on a augmenté les impôts, on les a baissés. C'est dû au fait qu'il y a plus d'entreprises qui viennent s'installer. Et donc, il y a un cercle vertueux qui est qu'on augmente l'attractivité, parce que chacun sait effectivement que dans ce territoire, le prix est élevé, mais il est bien moins élevé que ce qui peut arriver sur la Californie ou dans d'autres territoires dans lesquels il y a de nouvelles technologies. Et probablement parce que les nouvelles technologies se sont implantées dans des parcs qui sont à proximité des grandes villes et qui n'ont pas cette capacité d'extension et de système en réseau. Donc je crois qu'il y a une révolution numérique, bien sûr, elle s'impose à nous, et en même temps, on doit l'accompagner, c'est ce que doit faire le politique. En même temps, comme le disait intelligemment, comme d'habitude, Jean-Pierre, les politiques doivent accompagner les éléments et pas se donner le pouvoir de les imprimer. Et puis, le troisième, c'est qu'il faut que, dans le monde actuel, et c'est un des problèmes, il faut qu'on soit extrêmement réactif. Or, le monde actuel est un monde administratif très lent, associé à un monde politique lent. Et donc, le monde économique, lui, va plus vite, et en particulier dans l'innovation et la recherche, que le monde, entre guillemets, réel. Donc, il faut que nous ayons ces capacités d'adaptation et de réactivité. Justement, c'est ce que vous allez montrer en octobre prochain avec la tenue du 43e. Toujours moi C'est voilà. vous Donc, deux. Hein, non, voilà, j'ai l'impression que je frustre un peu la partie gauche. Elle va prendre la parole, la partie gauche. Donc, c'est la venue en octobre prochain du 43e congrès mondial de l'IASP. C'est un gros travail de prospection qui a été réalisé par les équipes de la Fondation Sophie Antipolis, mais aussi celle de la CASA. C'est un travail de longue haleine. C'est aussi un retour aux sources parce que l'IASP a été créé en 1984 par le sénateur Lafitte. Et je pense que vous, Jean-Pierre Mascarelli, pouvez en parler beaucoup mieux que moi. Mais oui, non, pas forcément, mais en tout cas, oui, c'est Pierre Lafitte qui avait eu l'idée et qui a réussi à concrétiser cette idée de créer une association internationale des technopoles. À l'époque, il y avait 4 membres. Et il y en maintenant a 400. Il y en a 400 qui ne sont pas tous du même niveau. Et d'ailleurs, dans ces derniers temps, Pierre Lafitte voulait créer ce qu'il appelait une Champions League des
des technopoles dans lesquels il y aurait eu une élite et dont, bien sûr, Sofia aurait été le phare. Illumine le reste. Qu'est-ce qui a fait pencher le jury en la faveur du dossier Sophie Politin? Je ne sais pas, peut-être une espèce de nostalgie ou une espèce d'envie de Ça revenir aux marche pas comme sources. ça. Je ne crois pas. On était en compétition avec le Canada et avec l'Arabie Saoudite. On a gagné. Euh, mais bon, c'est une victoire qui nous donne des responsabilités très fortes. C'est-à-dire? Et maintenant, on a intérêt à réussir notre coup. Parce qu'en fait, un congrès mondial des technopoles, les congressistes sont là pour venir voir ce que font les autres. Donc, il ne faut pas, si j'ose m'exprimer ainsi, il ne faut pas se louper. Mhm. Et donc, nous, c'est à cela que nous travaillons. Et on a la chance, justement, comme le disait Jean Leonetti, d'avoir un écosystème très vif et très réactif et très impliqué. On travaille avec notre écosystème pour fabriquer tout ce qui va aller avec le congrès proprement dit, c'est-à-dire des visites thématiques, des réunions thématiques qui vont être l'occasion de mettre en évidence nos savoir-faire, le savoir-faire de nos entreprises, parce qu'on n'a pas besoin de se mettre en évidence nous-mêmes. C'est notre système qu'on doit mettre en évidence. Donc ce sera la manière de mesurer le résultat de ce congrès. Et vous avez aussi prévu de leur faire des petits tours touristiques pour montrer combien le cadre de vie ici est agréable, en amont et en aval du congrès. Ils vont pouvoir découvrir, monter les marches Oui. du Palais des Festivals, c'est plutôt cool. Ben, vous savez, c'est pour ça que nous pensons que ce congrès devrait au moins numériquement être un succès. C'est que venir sur la Côte d'Azur, c'est quand même plus tentant que d'aller à Nairobi. Parce qu'il n'y a pas. Non, mais Nairobi, c'est pas. Dubaï, c'est pas mal, oui. Enfin, c'est. Non, mais là, donc, on va donner aux congressistes l'occasion, d'abord parce qu'ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les accueillir sur Sofia ou sur Antibes, la possibilité de monter les marches du festival. Et puis, on va les amener à Monaco. Et puis après, on va les occuper surtout dans des visites techniques. Il y en a déjà 25 qui sont répertoriées. Parce que la qualité de vie, c'est un élément attractif, Bien sûr. indubitablement. Et les gens qui viennent à Sophia Antipolis, ils sont dans un environnement qui est un environnement de qualité. On parlait tout à l'heure de l'exigence de loisirs, de culture, de sport, etc. Ça fait partie aussi de notre attractivité. Et ça, à un moment donné, c'est un peu comme la mayonnaise. À un moment donné, ça prend. C'est-à-dire que vous avez atteint des chiffres limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise disparaît. Ce qui est la richesse de cette entreprise, c'est la qualité des agents et des cerveaux qui travaillent à l'intérieur. Et donc, on a une série d'entreprises qui ont disparu parce qu'elles se sont délocalisées, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Et on n'a pas eu de perte de salariés. Et au contraire, une autre entreprise a récupéré, entre guillemets, tous ces talents pour les mener à bien. Et il y a quelque temps, on faisait un sondage en disant pourquoi vous êtes venu ici. Parce que voilà, il y a des entreprises étrangères, donc on leur dit pourquoi vous venez ici. Il y a des entreprises qui viennent de l'Europe, même de Paris. On leur dit pourquoi. Alors nous, on s'est dit c'est parce que les impôts sont bas. Non, et non, et non. Dommage, hein, parce que ça serait un bon argument politique. Voilà. Après, on leur dit parce qu'il y a un aéroport à proximité. Oui, mais enfin, il y a des tas d'endroits où il y a un aéroport à proximité. Puis on s'est dit, parce qu'il y a les infrastructures. Bon, là, à l'époque, on était plutôt modeste parce que les infrastructures routières n'étaient pas vraiment développées. Et la réponse, elle est simple, parce que c'est là qu'il y a les talents. Et c'est là que je vais trouver, moi, entreprise, moi, start-up, je vais trouver les personnes avec qui je vais pouvoir travailler et faire prospérer mon idée et mon entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de prodiguer une idée qui est Tech for Humanity. C'est la technologie au service de l'humanité, mais c'est l'humanité qui alimente cette technique. Ce n'est pas uniquement un savoir, ce n'est pas uniquement un savoir-faire, c'est la qualité des gens et la masse de qualité des gens qui existent sur Sophia Antipolis
qui en font l'attractivité. On va justement poser la question à nos deux entrepreneurs. Ingrid Mas de Lega, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que fait très rapidement votre laboratoire et pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi vous avez choisi Sophia Antipolis? Et est-ce que vous connaissiez Sophia Antipolis avant de venir dans la région? Oui, ok. Donc, bonsoir. Donc, moi, je suis effectivement la directrice du LEGA. Donc, on appelle LEGA Lab. C'est le laboratoire d'empreintes génétiques d'Antibes. Et donc, on vient de s'installer sur le bioparc pour monter notre société de services d'empreintes génétiques. Donc, on s'installe juste et on a une lourdeur administrative qui fait qu'on ne pourra démarrer qu'en 2027 puisqu'on est profession réglementée et qu'on doit obtenir un certain nombre d'accréditations et d'agréments du ministère de la Justice, puisque notre activité principale, c'est d'accueillir les scellés des services de police, de gendarmerie et des tribunaux pour les analyser et sortir des empreintes ADN, donc des empreintes génétiques, au service de la justice. Donc, est-ce que vous connaissiez Sophia avant? Oui, parce que j'étais maître de conférence à Lyon et j'avais l'occasion de venir à Nice dans des jurys de thèse sur le site de Sophia Antipolis. Et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était une structure très dynamique qui alliait le public et le privé. Et moi, j'ai eu la chance peut-être de grandir dans une période où il y avait moins cette distinction et cette barrière entre le médical, puisque j'ai quand même fait 15 ans de génétique médicale avant de passer à la génétique judiciaire. Il n'y avait pas trop cette distinction et cette barrière entre le public et le privé. J'ai accueilli dans mon laboratoire des étudiants en thèse CIFRE qui étaient issus de start-up pour les aider à démarrer. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de monter ce labo de génétique judiciaire dans lequel j'aimerais vraiment avoir un axe recherche et développement. Parce qu'il y a actuellement en France, alors on a des labos de police et de gendarmerie qui font des analyses, mais qui ne sont pas suffisants en nombre pour éponger tout le nombre de scellés qu'on doit analyser en France. Donc il y a aujourd'hui 6 ou 7 laboratoires privés déjà sur le territoire de la métropole. Mais l'ensemble de ces laboratoires est vraiment centré uniquement sur les empreintes génétiques humaines. Et ce qu'on aimerait faire chez LEGA Lab aujourd'hui, c'est pouvoir avoir aussi une activité recherche et développement qui nous permette de proposer des empreintes génétiques de lignées cellulaires pour nos collègues qui sont sur le site, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup envoyé à l'étranger pour faire du génotypage de lignées. On aimerait aussi pouvoir faire des empreintes génétiques animales et végétales, non seulement au service de la génétique judiciaire, mais aussi des municipalités, si jamais il y a un certain nombre de gens qui pouvaient être intéressés. Donc, j'ai vraiment pour ambition d'allier ce privé et ce public et de pouvoir mettre en place des collaborations avec des gens ici. Oui. Justement, pour rebondir sur ce que disait Jean Leonetti tout à l'heure, vous vous êtes installé au Bioparc, qui a été laissé vacant par le départ d'un grand laboratoire. Et ça montre encore la résilience de la technopole, qui a su se réinventer, se réorienter, de suivre peut-être l'air du temps, voire de l'anticiper. Donc, et justement, vous avez des paillasses au laboratoire, au Bioparc. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec d'autres entreprises qui sont sur place ou avec d'autres écoles? Alors non, on arrive juste, on est rentré dans les locaux le 18 mars. Donc c'est tout récent. Ouais, on a beaucoup de travaux à faire parce qu'il faut qu'on mette le laboratoire aux normes. Donc même si effectivement le bioparc est vraiment adapté pour accueillir un laboratoire, on est soumis à une norme COFRAC qui nous oblige à réguler nos pressions, nos températures, etc. Donc on a quand même une période de travaux là et puis ensuite toute une période de validation de la technologie pour pouvoir le proposer. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer mes collègues des écoles ou des autres sociétés, mais j'ai croisé déjà un certain nombre de gens sur le bioparc et c'est vrai que j'ai retrouvé ce dynamisme avec des gens de l'international. En face de moi, j'ai une nouvelle société qui vient de s'installer et c'est très agréable d'avoir ces collègues étrangers qui arrivent et qui discutent tout de suite en anglais, tout ça. Enfin, ça me manquait un petit peu parce que quand j'ai quitté le monde universitaire, j'ai refait une formation juridique
avant de pouvoir être expert en empreinte génétique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et du coup, c'est vrai que c'est très franco-français, ce domaine de la génétique judiciaire. Et même si je participais à beaucoup de congrès pour essayer de savoir comment ça se passe dans les autres pays, parce qu'il y a plein de labos, le FBI aux États-Unis, etc. En France, on manque un petit peu d'interaction. Et le site du Bioparc me redonne un peu ce dynamisme que je n'avais plus ces dernières années. C'est enthousiasmant. Oui, tout à fait. Même question à votre voisin, Jean-François Galtier. Vous étiez au Canet et vous avez fait un petit saut de puce. En partie au Canet. Oui. En fait, nous, on fait partie d'un groupe international qui a un nom américain qui s'appelle Hirsch, mais qui est un groupe français de 700 personnes. Et dans ce groupe, il y avait 2 sociétés qui font du logiciel. Et on a décidé de fusionner ces 2 sociétés, de les regrouper. Donc, une des 2 était au Canet et l'autre à Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, on a regroupé ces 2 sociétés dont j'ai pris la direction et on a décidé qu'il fallait s'installer dans un endroit, M. Lenotti en parlait tout à l'heure, où on puisse trouver des talents. Donc nous, éditeurs de logiciels, on a besoin d'ingénieurs pour développer notre logiciel. Quand on recrute des ingénieurs au Canet, même si c'est pas loin, c'est pas facile. Quand on recrute des ingénieurs à Sophia Antipolis, c'est pas très facile non plus, mais c'est un peu plus facile. Donc nous, on recherchait 2 choses en venant à Sophia Antipolis. On recherchait un écosystème d'ingénierie, d'ingénieurs, de gens techniques. Et on recherchait aussi un environnement international. Et c'est vraiment aussi pour nous, on fait à peu près un gros tiers de notre chiffre d'affaires à l'international, en Europe et bien au-delà. Et on avait aussi besoin de cet écosystème. Mes collègues, donc dans le groupe, on a des sociétés, on a une grosse structure aux États-Unis. Mes collègues américains, quand ils viennent à Sophia Antipolis, ils se sentent presque chez eux. Quand ils vont dans nos locaux à Aix-en-Provence, ils se sentent en France. Et nous, c'est vraiment important pour nous, cet environnement international, et ça fait partie des choses qu'on venait chercher ici. Je rappelle que vous employez quand même 100 personnes. Oui, on a fait venir à peu près une centaine de personnes à Sophia. Ouais. Question à vous 2, messieurs. Sophia est la première technopole en termes de taille et d'ancienneté en Europe. Est-ce que cet ADN de fertilisation croisée a essaimé dans d'autres technopoles ou parcs scientifiques du monde? Je crois que le modèle est un peu spécifique. Et ce qui apparaissait effectivement, comme on le disait tout à l'heure, comme une faiblesse, est devenu une force. Et je ne sais pas très bien si vous êtes universitaire, chercheuse ou entrepreneuse d'un logiciel. Et ce mélange qui est dans la mentalité où 80 nations existent, 80 nations, ça veut dire qu'on parle anglais, parce que c'est la seule langue qu'on partage assez facilement et qu'on apprend assez facilement, même si ce n'est pas toujours facile pour les Français. Et ce que vous dites, monsieur, c'est assez typique. Sophia Antipolis, le monde entier est chez soi. Quand vous allez à Antibes, vous êtes à Antibes. Quand vous allez au Canet, vous êtes au Canet. Et ici, il y a un écosystème très particulier qui fait qu'il y a cette porosité, cette liberté, cette facilité des échanges. Et enfin, c'est toujours difficile d'avoir des ingénieurs. On manque de 3000 ingénieurs rien que sur Sophia Antipolis. Et on manque d'ingénieurs en France. Et on manque d'ingénieurs femmes en France. Malheureusement, on n'arrive pas à imprimer cet élément dans la filière. Mais c'est quand même ici qu'on en trouve le plus facilement dans les domaines les plus pointus qui existent. C'est pour ça que finalement, la richesse d'une technopole, c'est son humanité, c'est les personnes qui sont à l'intérieur. Et après, il y a un autre phénomène qui moi, m'intéresse sur le plan sociétal, c'est qu'on a eu le Covid. Quand on a eu le Covid, il y a toujours les prophètes de malheur qui disent « Sophia, c'est fini. Après tout, tu vois bien, ils sont tous en télétravail. Pourquoi tu ne travaillerais pas en Tunisie, en Californie, en Norvège, et puis de toute façon, la langue, c'est l'anglais, et puis de toute façon, c'est des ordinateurs, et on peut échanger les ordinateurs. » Et donc, effectivement, comme tout le monde veut générer un peu d'angoisse,
on s'est fait un petit coup d'angoisse. On avait déjà eu droit à du Sophia 06, où Sophia est partout dans les départements des Alpes-Maritimes, et pas à un endroit. Bon, donc on attend, puis très rapidement, on voit les entreprises qui ont fait du 100% télétravail, qui se mettent à faire 50%, et puis maintenant, sur Sophia Antipolis, c'est un jour de télétravail par semaine. C'est pas... Parce que là aussi, la réalité, elle est humaine. C'est que c'est l'échange qui permet la progression. Si vous êtes chercheur et que vous posez 5 minutes, et que vous discutez avec quelqu'un qui est dans une discipline qui est voisine de la vôtre, ou même qui est éloignée de la vôtre, il va vous apporter un élément d'innovation. Et si vous êtes porté vers l'avenir, c'est lui qui va vous enrichir en même temps que vous allez l'enrichir. Et donc la fertilisation croisée, elle est aussi le frottement des compétences. Moi qui suis médecin, je vois très bien que l'IA a apporté des choses très importantes. Mais si à l'ingénieur, il n'y a pas une demande médicale qui dit on aurait besoin d'eux, qu'il n'y a pas cet échange, ben ça progresse moins vite. Donc l'accélération, c'est justement ces échanges permanents dans un système souple. Et donc je pense que cette spécificité-là, ben moi j'ai visité que le Technopole, Jean-Pierre est allé au Canada, on voit bien que bien sûr c'est un modèle que les gens essaient de rechercher, et pourtant avec le handicap français du cloisonnement, de l'administration un peu tatillonne, etc., eh bien, ça fonctionne ici. Donc, on a les avantages de la France et les avantages de l'international anglo-saxon. Même constat pour Jean-Pierre? Tout à fait. Alors, je vais aller dans l'anecdote. C'est la seule technopole que je connaisse où il y ait une nationalité. Il y a des sophipolitains. Et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est peut-être un élément de réponse à votre question. Vous avez développé des synergies avec d'autres parcs scientifiques. Bien Vous évidemment. recevez beaucoup de délégations, vous leur faites Bien sûr. visiter la Bien Technopole. Bien sûr, on a des relations en permanence. On a actuellement, notamment avec la région de Raleigh aux États-Unis, avec le MIT, des relations très suivies. Et d'ailleurs, on constate que les gens avec lesquels on a les relations les plus faciles sont les gens qui sont à notre échelle et qui ont un peu le même type de fonctionnement que nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent dit que nous étions la Silicon Valley de l'Europe. C'est faux, parce que la Silicon Valley, c'est pas du tout ça. Par contre, le MIT ou le Research Triangle Park de Raleigh, c'est pareil. C'est même presque la même échelle. Une échelle humaine. Et voilà. Eh ben, c'est notre richesse. Tout à fait. Justement, je vais me tourner vers vous, David Jesbert. Vous êtes directeur de l'école d'ingénieurs Eurecom et vous profitez à plein de l'ADN de fertilisation croisée de la Technopole puisque vous avez besoin de nouvelles entreprises qui viennent vous challenger, vous poser, demander des programmes de recherche et charge à vos étudiants de les craquer, de les mettre en pratique. Je spécifie juste que vos domaines de compétences de l'école, c'est l'IA, la connectivité, j'oublie, les réseaux, le cyber. Les réseaux. Oui, tu as fait raison. Donc l'ADN de l'école, c'est une grande école dans une région qui en compte quelques très belles autres grandes écoles. Je salue quelques confrères ici. Notre spécificité, c'est qu'on forme les talents dans le numérique, spécifiquement pour demain, donc l'IA, les réseaux, la cyber. Et puis l'autre spécificité, c'est qu'on a un modèle d'éducation qui est très particulier pour la France, mais peut-être même pour l'Europe, qui est un modèle d'éducation qui est fondé sur la recherche, et notamment la recherche partenariale avec les entreprises. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'être dans une zone avec un tissu économique fort pour pouvoir travailler avec les entreprises et faire en sorte que les entreprises, par le biais des projets de collaboration, influencent nos programmes d'éducation. Donc nos professeurs travaillent avec les entreprises sur des projets de recherche et ça se reflète ensuite dans les cours qu'ils donnent tous les jours à l'école. Et on pense que ça, c'est la clé. Plein de choses. Déjà, faire en sorte que les élèves trouvent un job plus facilement à la sortie de l'école, qu'ils soient au courant des besoins de l'industrie. Par ailleurs, ça nous permet de financer l'école, ce qui est pas rien. Et puis, pouvoir rester toujours
au goût du jour et savoir vraiment quels sont les besoins de l'industrie. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel j'insiste, c'est l'aspect international. Donc, vous l'avez noté, on a 2 tiers de nos étudiants sont internationaux, donc c'est le plus fort taux de France. Et 80% de nos chercheurs et professeurs sont internationaux. C'est aussi le plus fort taux de France. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes une construction européenne. Et là, je voudrais juste rebondir sur pourquoi une école comme Eurecom s'est faite à Sofia. Alors, j'y étais pas au départ, mais je pense que voilà, vous y étiez, vous connaissez l'expérience. Aujourd'hui, Eurecom, c'est les intérêts conjoints d'entreprises et de grandes universités techniques d'une dizaine de pays européens. C'est très international. Au départ, c'est 2 pays, la France et la Suisse. La France et la Suisse devaient se mettre d'accord pour un territoire qui soit à la fois dynamique, mais aussi un peu neutre politiquement. Il ne s'agissait pas d'aller à Paris, il ne s'agissait pas d'aller à Zurich, ou à Genève, ou à Lausanne. Et on a choisi Sofia à une époque où c'était le début de Sofia, il n'y avait pas le tissu économique qu'on a aujourd'hui, mais il y avait l'aspect, je dirais, apolitique. Je ne dis pas que le politique, c'est quelque chose de mal, hein, ce n'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens que un peu de distance par rapport à la bureaucratie parisienne, c'était pas si mal finalement pour convaincre nos amis internationaux d'aller investir dans l'école. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un message qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, quand on regarde sur une carte, on regarde Sofia, je pense qu'on est le point sur la carte, qu'on est quasiment les plus éloignés de Paris. Par contre, si on regarde les distances par rapport à Turin, Milan, Zurich, Munich, d'où viennent beaucoup de nos partenaires, on est à 1 heure d'avion, 1 heure et quart d'avion. Et ça, c'est un gros avantage qu'on exploite tous les jours dans la vie de l'école. Jean-François Galtier, quels avantages de la Technopole aussi pour vous? Un peu la même chose. Donc je dirais que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'international, effectivement, la présence de l'aéroport et des vols internationaux, c'est un gros avantage pour nous. Donc on est un peu isolé par rapport au reste de la France sur les transports. Et quand on essaye d'aller à Aix en train, on le comprend assez vite. Mais on est raccordé au reste du monde par l'aéroport. Et donc ça correspond à l'identité qu'on a à Sofia, qui est finalement assez éloignée du tissu économique purement français centré sur Paris, mais plutôt sur un tissu complètement international. Et nous, c'est vraiment important pour nous, même si on fait beaucoup de business en France, hein, mais on a des gens en France qui s'occupent de ça. Mais on avait besoin d'être un endroit facilement accessible depuis l'international. Et l'aéroport est vraiment un atout pour nous. Et le train est un inconvénient, parce qu'on a des politiques RSE dans notre groupe, mais comme dans beaucoup de groupes maintenant, hein, qui nous limitent sur les vols et qui nous incitent à prendre le train, ce qui est une bonne chose quand c'est possible. Et malheureusement, chez nous, c'est un petit peu difficile. Donc voilà les avantages et inconvénients de ce qui nous ont amenés ici. Et un autre gros avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le cadre de vie, évidemment. Hein. Quand on a des gens... On a eu 0 perte, entre guillemets, de collaborateurs dans le déplacement. Et on peut en conclure que les gens sont contents de venir travailler à Sofia parce qu'entre midi et 2, ils vont courir dans la forêt, ils vont faire du vélo, ils viennent en vélo le matin, etc. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on cherchait. Et un ingénieur, enfin un collaborateur qui est bien dans son écosystème, dans sa vie, même si ce n'est pas toujours ce qu'on pense quand on travaille à la Défense. Mais moi, je suis convaincu qu'on travaille mieux quand on va courir entre midi et 2 et qu'on prend 1h30 que quand on mange une salade sur le parvis et qu'on repart travailler tout de suite après. Voilà. Évident. Alors, les chiffres sont bons, hein, de la Technopole, vous l'avez mentionné tout à l'heure. En revanche, dans le monde, on voit naître d'autres technopoles, d'autres parcs scientifiques qui croissent très très vite, et qui rattrapent en l'espace de quelques années, voire une dizaine d'années, le niveau de Sofia. Et on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème de financement? Quels sont en fait les points faibles de Sofia, s'il faut les mettre en exergue? Alors les points faibles de Sofia, il y en a un, il vient d'être évoqué. C'est que quand on est dans le département des Alpes-Maritimes,
Ça s'améliore. On arrive plus facilement à Sofia qu'il y a 10 ans ou 15 ans. En revanche, si on veut aller à Aix ou à Marseille, voilà, la ligne nouvelle sera nouvelle en 2038, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça laisse des perspectives qui dit que c'est l'avion qui va continuer à être le principal élément attractif par rapport à une position qui est une position internationale. Donc voilà une faiblesse, pas la proximité. On va résoudre le problème. Moi, ce matin, je suis parti d'Antibes, je suis monté à Sofia. Ce soir, je suis redescendu, je suis revenu à Sofia, un quart d'heure. Donc, c'est quelque chose qui a changé. Il y a seulement 15 ans, c'était 3 quarts d'heure. Voilà. Donc, cette chose-là, on va arriver à la maîtriser. On ne va pas arriver à maîtriser le train, mais j'espère qu'on va continuer à pouvoir prendre des avions et qu'il y aura toujours du kérosène pour mettre dans l'avion. Mais je fais confiance à tout le monde. Il y en aura encore pour ce type de développement. La deuxième faiblesse, et est-ce que c'est une faiblesse, c'est la discrétion. Sofia Antipolis a été conçue par Pierre Lafitte et par les organisateurs au départ. Ça ne devait pas se voir. Voilà. Et donc, c'est un système dans lequel la hauteur d'un pain doit dépasser la hauteur du building. Et la hauteur du building doit faire en sorte que quand on survole Sofia Antipolis, en avion ou autrement, on ne voit que du vert. Voilà. C'est pas trop mal, mais c'est un peu en contradiction avec une vision écologique de concentration pour des économies d'énergie, pour des stratégies de concentration aussi d'activité. C'est pour ça que le triangle, ça qu'on a fait le pôle alpha en face de l'université, pour pas encore disperser le pôle alpha ailleurs et se trouver avec une dispersion qui va finir par poser un problème d'organisation. Donc, le deuxième point, c'est est-ce que cette discrétion a des avantages et des inconvénients? Elle a des avantages et des inconvénients. Elle a un avantage, c'est que Sofia Antipolis, dans le monde des technopoles, c'est connu et c'est reconnu. La preuve, c'est que l'IASP arrive sur Sofia Antipolis. Si à Dubaï ou au Canada ou à Bruxelles ou à Los Angeles ou à Londres, ils avaient dit Sofia Antipolis ne connaît pas, ils ne seraient pas venus. Voilà. Donc, c'est la preuve que c'est connu. Après, dans Antibes, Sofia Antipolis, il commence à comprendre pourquoi le maire d'Antibes s'occupe de Sofia Antipolis, parce que ça a été longtemps une question. Pourquoi vous perdez votre temps, ce machin, voilà. Donc, avec ce laboratoire de professeur Nimbus, dont on ne voit pas très bien l'application réelle, alors qu'ils l'ont dans la poche, l'application réelle de Sofia Antipolis. Mais si vous allez à Paris, on sait déjà un peu mieux ce que c'est. Si vous allez à Bruxelles, ils savent ce que c'est. Et si vous allez à Munich ou à Londres, ils savent très bien ce que c'est. Donc, c'est connu des gens qui ont envie de développer les stratégies un petit peu ciblées qu'il y a à Sofia Antipolis. Parce que ici, c'est quand même une stratégie sur l'IA, sur le numérique, sur l'ingénierie. C'est pas tout azimut, même si les biotechnologies, on a la chance de voir qu'elles s'implantent. On n'a pas un peu l'impression que Sofia Antipolis est plus connue à l'international qu'au national et qu'il y a un genre de clivage. Paris, ils sont un peu jaloux de nous, hein, on est bien ici. Ils sont jaloux, mais quand il y a la première validation du label, on arrive devant Paris et on arrive devant les 4 qui sont sélectionnés en France par un jury européen. Donc le premier label, il y a eu plusieurs labels, hein, je veux dire. Aujourd'hui, on est Cluster IA, mais le premier label de l'intelligence artificielle, il est fait par un jury international. Donc la ministre, à ce moment-là, est une ancienne de l'université de Nice et une amie du maire d'Antibes, et tout le monde dit bon, c'est un copinage, c'est pour ça qu'on est premier. Non, on n'est pas premier, parce que le jury, il n'est pas ni du ministère, ni influençable par la ville d'Antibes. Donc, le jury international dit c'est là qu'on va faire l'IA en France, un des 4 sites. Voilà. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent la même chose que ce qu'on dit tout à l'heure. C'est parce que c'est là qu'il y a les cerveaux. Et c'est là qu'il y a le maximum de personnes qui travaillent sur l'IA. C'est aussi simple que ça. Donc,
effectivement, il n'y a pas écrit Sophia Antipolis vous accueille quand vous rentrez à Sofia. On est plutôt discret sur le système. Mais faut-il, compte tenu du développement économique sur lequel on est, faut-il dépenser des moyens pour faire connaître à l'international des choses que les gens compétents dans le domaine, connaissent déjà à l'international. Donc, effectivement, moi, j'ai eu besoin de convaincre mes administrés Antibois que c'était important, l'agglomération aussi, que c'est important de développer Sophia Antipolis. C'est pour ça que j'ai voulu que la communauté d'agglomération ne s'appelle pas communauté d'agglomération d'Antibes ou du moyen pays ou de quoi que ce soit. J'ai dit on va marquer Sophia Antipolis parce que c'est ça qui nous rassemble et qui nous réunit. La première compétence d'une agglomération, c'est développement économique et aménagement du territoire. Si tu n'as pas Sophia Antipolis en tête, tu ne peux pas faire ces deux compétences. Tu ne peux pas les mener à bien. Donc, en réalité, on est connu de ceux qui doivent savoir. Et on n'est pas connu de ceux qui n'ont pas à savoir. C'est peut-être un peu brutal ce que je dis comme ça, mais ça ne fait rien. Ils ne savent pas ce que c'est Sophia Antipolis. Le nom est barbare, invraisemblable. Comment si tu dis à un manager américain, trouve-moi une formule pour une technopole européenne, jamais il te dit Sophia Antipolis. Voilà, c'est invraisemblable. Eh bien, ça marche quand même. Donc, il y a des choses qui ne devraient pas marcher et qui marchent quand même. C'est dispersé, mais ça marche. Et peut-être parce que c'est dispersé, c'est discret et ça marche. Et c'est peut-être parce que c'est discret. David, j'espère que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, sur les points faibles ou les points d'amélioration, je parlais tout à l'heure de l'éloignement par rapport à une certaine bureaucratie parisienne qui était vue, je pense, comme un gros avantage par rapport à nos partenaires internationaux. Quelquefois, ça peut être aussi un frein dans un pays qui est très centralisateur. Et on sait que l'éloignement de Paris fait que peut-être on n'a pas accès à certains financements que dont d'autres bénéficient. Et si on regarde les grandes technopoles du monde, comment elles se développent, vous faisiez mention de certaines technopoles qui se développent très rapidement. Je pense à une en Chine, à Shenzhen. Voilà, on a la force d'un État chinois très fort qui décide d'investir dans telle ou telle région. Ils peuvent le faire de manière très massive et très, très rapide, avec en plus l'appui de grosses entreprises comme Huawei, ZTE, etc. Mais ce n'est pas la seule manière de développer une technopole, et je pense qu'on ne peut pas compter là-dessus pour le cas de Sophia Antipolis, parce que voilà notre position géographique. Par contre, une autre manière de le faire, c'est par l'innovation. Et si on regarde en Californie, même si la Silicon Valley, ce n'est pas le modèle de Sophia, par contre, on regarde comment ils se sont développés, c'est Stanford au cœur, l'innovation, et transférer des idées des labos vers des startups qui ont ensuite grossi. Et à mon avis, c'est là où il y a une carte très forte à jouer pour Sophia par rapport à l'innovation. Et il y a un tissu entrepreneurial qui est assez important. Il y a plusieurs incubateurs. Il y a 3-4 incubateurs qui vont être d'ailleurs hébergés ou sont déjà hébergés sur le pôle alpha. C'est là où il faut mettre l'accent. Et espérer que la prochaine bonne idée, le prochain modèle d'IA vertueux va sortir de Sophia. Et c'est comme ça qu'on va attirer les investissements, à mon avis, plutôt que compter sur la force publique. Je crois qu'on n'y comptait pas. Voilà. Excusez-moi. Non, mais David a raison. Il y a un exemple, c'est là où nous sommes. Le pôle alpha s'appelle le pôle alpha, pas pour rien. Il est décidé en 21. Il est décidé après l'élection de 20 par la communauté, par l'agglomération. Il est fini en 25. Parce qu'on a voulu brûler les étapes et on a brûlé les étapes. Et aujourd'hui, il est plein. Bien sûr, grâce à Recom qui est venu héberger une partie, mais il y a 7500 mètres carrés qui abritent des startups. Et quand on était dans le nouvel engagement sur Sophia Antipolis, on avait 1500 mètres carrés pour les startups. Ensuite, on est passé pratiquement en 2 ans à 3000. Et puis très rapidement, on s'est dit, mais il faut au moins 8000. Et donc, j'espère qu'il ne faut pas 15 000 dans les 3 ans qui viennent, parce que ça, je ne saurais pas faire. Mais cet accompagnement-là, il répond exactement de manière pratique. On se met en face de l'université, et en face de l'université, on fait le pôle alpha, d'où vont partir les startups. Et c'est ça la force entrepreneuriale.
c'est une immense entreprise multipolaire, Sophia Antipolis, alimentée par un savoir-faire innovant. Voilà, c'est ça l'ADN. L'ADN, certes, mais le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Désolée d'être bassement pragmatique. Est-ce qu'il ne manque pas ici à Sofia des grandes Non, entreprises alors, ce qui qui installent manque- leur siège social ici? Je dirais, oui, bien sûr, d'abord il y en a, hein, je veux dire Amadeus, Thales, ou d'autres qui sont des... Après, vous avez effectivement des entreprises moyennes. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir du R&D et de l'innovation plutôt que d'avoir des sièges qui se posent et qui, je dirais, se posent à tous les sens du terme? Si on veut de la dynamique, il faut être alerte. Il faut être alerte. Il ne faut pas avoir tout le siège obligatoirement de toutes les entreprises qui se posent à cet endroit. Et en même temps, on a besoin encore de convaincre. Je vois que de temps en temps, il y a une entreprise qui vient, qui visite, qui fait du soft landing, qui regarde un peu, et il se pose toujours la question de se dire, oui, alors je suis dans la forêt, mais est-ce que là, je vais pouvoir me développer? Est-ce que je ne vais pas pouvoir et on ne va pas claquer du doigt, on n'est pas en Chine, et dire ben, la société Intel, elle va venir s'installer à Sophia Antipolis parce que le gouvernement l'a décidé. D'abord parce qu'on est dans une démocratie et qu'on est dans un jacobinisme méfiant vis-à-vis du territoire qui va empêcher de le faire. Donc il faut effectivement ne pas compter sur l'État dans cette injonction. Je dirais même, il ne faut pas que les entreprises, l'université ou la recherche comptent sur les politiques. Les politiques, nous sommes là uniquement. Vous avez besoin de 8500 mètres carrés pour les startups, ah ben on va le construire. Ça, c'est le rôle du politique. Ce n'est pas de se mettre à la place de l'innovation qui est l'élément fertile et utile de Sophia. Alors, tout à fait d'accord. En préparant cet entretien, Jean-François Galtier me disait qu'il manquait peut-être, il y avait ici un fort management technique, mais qu'il manquait peut-être davantage de fonctions support, RH, finance, qui permettent de développer davantage la technopole. Oui. Oui, en fait, on regarde, quand on regarde le tissu des entreprises ici, on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce qu'on vient y chercher, c'est-à-dire des ingénieurs. Mais il y a un petit peu une tendance à avoir que des ingénieurs. Et donc, malheureusement, pour faire une entreprise, il faut aussi d'autres fonctions, des fonctions support. Et si je prends l'exemple de notre groupe, il se trouve que nos fonctions support, RH, finance, les RH sont à Aix-en-Provence, la finance est à Lyon. Et jamais, ils auront l'idée de venir à Sophia Antipolis. Pourtant, vous essayez, non? Pourtant, j'essaye. mais parce que ça ne se décide pas. Ça, c'est pas quelque chose, comme disait M. Lenotti, on ne va pas leur dire bah, maintenant, vous fermez les locaux à Lyon et puis vous venez à Sophia. Pour ça, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait un écosystème, il faut qu'eux aussi ils trouvent des gens avec qui ils parlent. Et nous, si on est content d'être ici, c'est parce que nos ingénieurs, ils sont capables de parler avec les ingénieurs de la société d'en face, de fertiliser, de se donner des idées entre eux et d'innover. Alors nous, on n'est pas une start-up, mais on ne s'interdit pas d'innover, hein, de trouver la bonne idée qui va nous faire développer. Mais c'est ça. Et donc, eux, ils ne trouvent pas ça ici pour l'instant. Voilà. Mais ça ne se décide pas. C'est quelque chose qui doit se faire. Le modèle alternatif qu'on a essayé de développer, c'est des rencontres d'investissement. Donc, pas forcément faire venir sur place et de manière définitive les banques ou le financement, mais de faire des rencontres entre le tissu économique de Sophia Antipolis, qu'on a fait à plusieurs reprises, et les investisseurs et les financiers. Et à ce moment-là, on reste dans le système souple. J'essaie d'être réaliste et je partage votre avis. On ne les fera pas venir. On ne fera pas venir en force. Donc, ce qu'il faut, c'est montrer qu'il y a un intérêt à financer ou à cofinancer l'ensemble des innovations de Sophia Antipolis. C'est pour ça qu'on va multiplier les rencontres qu'on a commencées et qui, jusqu'à présent, ont été plutôt un succès. Jean-Pierre Mascarelli, est-ce que c'est du côté de Paris que vous allez trouver justement, vous allez séduire des possibles investisseurs au fonds d'investissement? Du côté de Paris, pas forcément. Hein. D'ailleurs, Paris, souvent, a tendance, ce que disait Jean Lenotti tout à l'heure, à considérer que Sophia, c'est fini. Et pourquoi?
Parce que Sofia existe depuis trop longtemps et que on est donc Sofia réputée finie. On démontre tous les jours que c'est le contraire. Bon, je crois que un des challenges que nous avons, c'est justement d'arriver à faire comprendre aux Parisiens que c'est pas ça. Mais quand une entreprise a envie de quitter la région parisienne pour des raisons X, Y ou Z, elle sait très bien nous trouver. Je vous assure, il n'y a aucune difficulté. Par contre, nous souffrirons toujours de tout ce que le président Leonetti a décrit. Et puis en plus, nous ici, c'est un reproche qu'on nous a souvent fait sur la Côte d'Azur. On nous dit, mais vous avez déjà le soleil, les plages, la montagne. Vous n'auriez quand même pas avoir une activité économique qui tienne la route. Hein ? En plus, est-ce que, alors je reviens, je suis un peu obsessionnelle, mais est-ce que ce manque d'investissement, c'est parce qu'on n'a pas de capitaine d'industrie comme en région Aura ou La du côté de Marseille? problématique, c'est qu'une start-up, elle a une durée de vie qui chute à partir de 3 ans. Pourquoi elle chute? Elle chute parce qu'elle se fait absorber, la plupart du temps. De temps en temps, parce qu'elle meurt, parce que l'idée n'a pas trouvé son business plan et qu'elle arrive au bout de son système ou de sa vanité. Donc, à ce moment-là, elles sont absorbées par qui? Quand même, au moins un tiers par des entreprises américaines. Et ce qui manque dans ce pays, c'est une volonté des banques, des financiers, d'investir massivement dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. Mais c'est un problème national, ce n'est pas un problème Sophia Antipolis. Après, un ingénieur formé, je ne vais pas rentrer dans les chiffres de son salaire, mais on va lui proposer un salaire 2 fois ou 3 fois supérieur aux États-Unis. Voilà. Donc, il va avoir aussi une capacité à être pillé. Est-ce que nous sommes capables, à partir du modèle, par exemple, de Sofia, et il peut y avoir d'autres modèles. Nous, on vit sur un modèle qui est construit comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les moyens de payer plus cher nos talents et de conserver mieux ou d'absorber mieux dans des groupes français ou européens l'ensemble de nos startups qui réussissent? Une start-up qui réussit, je dirais, c'est presque dommage de la voir se faire absorber par une entreprise américaine qui a les fonds nécessaires pour le faire et les moyens pour le payer. Ingrid, vous disiez tout à l'heure que vous étiez en train de faire des travaux au sein de votre laboratoire. Est-ce que vous avez fait une levée de fonds ou d'où vient ce financement? Oui, alors on a des financements privés, et je suis en discussion avec la région Sud pour avoir un financement de la région pour les aspects recherche et développement. Voilà. Serge Amar, conseiller régional, vice-président chargé des finances. Voilà. On s'est réglé. C'est vrai que j'ai beaucoup ce réflexe-là, parce que c'est un réflexe que j'avais dans le public. Voilà, on se tourne vers la région, on se tourne vers les gros groupes. Alors dans le public, c'était l'Agence nationale de la recherche. Et moi, j'ai eu beaucoup, quand j'étais dans la région Rhône-Alpes, de financement par la région. Donc effectivement, là, je discute avec la région Sud et je pense que oui, les investisseurs privés, c'est important parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas pu démarrer mon activité. Surtout qu'on a toute une période là où on est en mise en place, en travaux, on embauche les gens, on est 6 et on ne pourra pas ouvrir avant 2027. Donc, c'est crucial chez nous. Mais je pense vraiment que l'innovation et la recherche peut être une source de financement. Je sais aussi qu'en faisant des partenariats avec des labos, parce que j'ai été du côté du public, on peut avoir des financements de type ANR. Alors, j'avais l'INCA quand j'étais dans le domaine de la cancérologie, mais je pense que c'est très varié, les types de financement qu'on peut avoir. Et pour moi, ce n'est pas très grave de ne pas avoir de grands groupes financeurs sur Sophia Antipolis, parce que je pense, je sais pas, moi, j'ai pas cette vision-là de Sophia très
très à l'écart de Sofia, un peu loin de Paris. J'ai beaucoup de contacts avec la police judiciaire de Paris et quand ils ont su qu'on ouvrait un labo à Sofia, ça leur a pas fait peur du tout et ils enverront leurs échantillons ici s'il y a besoin. Il n'y a pas, en tout cas pour moi, cette mise à l'écart de la technopole de Sofia sur le territoire français. Je le perçois pas comme ça dans mon domaine en tout cas. Ah ben voilà, de quoi Ce qu'on a vécu, c'est que pendant des années, on nous a expliqué Sofia, c'est foutu parce que c'est dans l'arrière-pays et que ça peut se développer l'économie que sur le littoral. Et puis Sofia avait fini son premier modèle. Voilà, l'intelligence artificielle du temps de Sophie Lafitte, ça n'existait pas. Donc on est arrivé à un moment donné à un bout de course sur les techniques qui étaient les microprocesseurs. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait une chute du recrutement dans ces technologies. Ensuite, il y a eu, à un moment donné, un virage qui a été pris sur la révolution numérique et l'intelligence artificielle. Demain, ça sera le quantique, et donc il faut aussi qu'on commence à préparer la révolution supplémentaire. Mais ça veut bien dire qu'à un moment donné, et les chiffres sont là pour l'attester, vous avez une progression de 15 000 à 30 000 salariés qui mettent 40 ans, et puis vous avez 15 000 salariés qui arrivent en plus en l'espace de 10 ans. Donc c'est bien qu'il y a une progression, et c'est la caractéristique d'ailleurs de l'innovation dans le numérique. Ça va un peu plus vite que l'innovation dans tous les autres domaines. Donc un des inconvénients de Sofia, c'est qu'on est sur une dynamique d'innovation rapide, je dirais presque exponentielle, et qu'on a des modèles de fonctionnement et de réglementation qui freinent extrêmement, alors que ça ne freine pas aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de public. Pratiquement tout est privé. Donc, tandis que nous, on est encore un peu freiné par la bureaucratie, les réglementations, y compris les subventions publiques. Il en faut. La CASA en donne, la région en donne, mais il y a une telle différence. Les médias le savent mieux que personne. Vous avez un temps, ce temps est un temps rapide, il a été multiplié par l'information en continu, et donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire on va réfléchir à cette question, on va la publier dans 3 semaines. C'est fini ça. Nous, on ne compte pas en semaines, mais l'image que je voudrais donner de Sophia Antipolis, c'est quand on décide quelque chose de public en 2011, on va chercher les subventions publiques, on va chercher les investisseurs, et 5 ans après, on est dans un bâtiment qui fait fonctionner Sophia Antipolis. Si, pardon de prendre encore un exemple, on démarre quand même le pôle alpha dans un système dans lequel le stade nautique de la ville d'Antibes, il est déjà lancé depuis 3 ans. Le stade nautique n'est pas fini, le pôle alpha est terminé et il fonctionne. Bien, il faut fonctionner maintenant comme ça, avec beaucoup plus de réactivité. Et le politique, c'est-à-dire le décideur d'organisation spatiale, de dynamique économique, il faut qu'il soit réactif. On ne peut pas dire je verrai dans le prochain mandat, et puis je verrai à la fin du mandat, et puis je verrai quand on aura... Voilà. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans ce domaine-là, parce que ce domaine-là, il a une rapidité de croissance exponentielle. Jean-François Galtier. Oui, juste un point supplémentaire sur la partie politique, financement. Il y a un mécanisme qui n'est pas spécifique à Sophia Antipolis, mais qui est spécifique à la France, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous sur la compétitivité dans le développement et la recherche, c'est le crédit impôt recherche. Et je voulais en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui structure notre développement. Et tout à l'heure, vous parliez des coûts d'un ingénieur, enfin du salaire d'un ingénieur américain et d'un salaire d'un ingénieur français. Si on va un peu au-delà et qu'on regarde le coût global de la recherche, de la R&D en France comparé, et nous on a une R&D à Los Angeles et une R&D à Sophia Antipolis, et on coûte 2 fois moins cher que la R&D américaine. Et vous êtes 2 fois plus efficace. Et bien sûr. Mais à efficacité égale, on coûte 2 fois moins cher. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très connu à l'international. Mais nous, on a la chance d'être un groupe international, on le vit chez nous, en interne.
Et ça participe au développement de nos équipes. Quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on recrute un ingénieur à Los Angeles ou à Sophia Antipolis, on a quand même plutôt tendance à le recruter ici, grâce à ces mécanismes qu'il ne faut pas abandonner. Dernière question. Je peux dire simplement attention, parce que de temps en temps, il y a quelqu'un qui sort en disant le crédit impôt recherche, c'est un cadeau fait aux entreprises, c'est une opportunité. C'est pour ça que j'en parle. Mais, etc., etc. Surtout pas. C'est ce qui crée le maintien de la dynamique économique de la France dans l'univers européen et mondial. C'est ça. Dernière question, promis, très rapide. On a parlé logement, on a parlé mobilité. Parlons un peu alimentation électrique, parce que les Alpes-Maritimes sont en fin de ligne électrique. Et Sophia Antipolis, avec le développement de l'IA et le quantique qui arrive, va avoir besoin de supercalculateurs pour pouvoir justement alimenter cette puissance de calcul. Est-ce qu'on a cette puissance de calcul? Est-ce qu'on a cette énergie? Et sinon, est-ce qu'on doit peut-être faire évoluer l'IA et aller vers une IA un peu plus frugale? Comment ça fonctionne, Jean-Pierre? C'était la bonne question. Bien évidemment. De toute façon, actuellement, les fournisseurs d'énergie nous disent qu'ils n'ont pas de quoi alimenter non seulement les supercalculateurs, mais aussi vraisemblablement le simple parc de véhicules électriques qu'on nous promet. Il faut être raisonnable là-dedans. Donc, un des axes qu'il va falloir creuser, c'est la frugalité. Et la frugalité, ça passe par les changements de technologie. Et on ne va pas. Je crois qu'il ne faut pas qu'on base notre comportement sur l'IA actuelle ou sur les systèmes actuels. Il faut qu'on envisage des évolutions. Et ça va être d'ailleurs un de nos thèmes pour l'IASP. Et c'est un des thèmes de la Fondation, un des axes qu'on a décidé pour l'accompagnement de la Fondation, c'est justement de travailler sur toutes les formes de frugalité, que ce soit de la frugalité technologique pour économiser l'énergie à la base, ou bien la manière de l'utiliser, ou bien... Mais n'est-ce pas une façon de se tirer un peu une balle dans le pied? Parce que nous, on va essayer de faire les choses bien en étant responsable. Et d'autre côté, dans d'autres technopoles, on va aller à fond les manettes et abuser justement de cette puissance de calcul. Et le pire, c'est il y a une acculturation de la population qu'il faut qu'ils comprennent que quand ils envoient un mail et qu'ils l'envoient dans le cloud, ils l'envoient pas dans le cloud, ils l'envoient sur une hyper centrale de data qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc, la première des choses, c'est de disperser les équipements pour faire en sorte qu'on dépense moins d'énergie à chaque fois qu'on utilise quelque chose qui nous paraît non énergivore, parce qu'il suffit de rebrancher le smartphone et on dit finalement ça ne m'a pas coûté beaucoup, alors qu'en réalité ça coûte beaucoup. Mais à Mougins, il y a un projet justement pour faire en sorte qu'on ait des pôles régionaux d'open data plutôt que de se trouver dans des clouds qui renvoient sur des hyper-machines monstrueuses avec des très fortes consommations. Donc, on va être gagnant, parce que nous, on va le mettre en place, d'autres vont le mettre en place. Celui qui continuera à dire « moi, je continue à dépenser l'énergie », il va quand même un peu carboniser son activité économique et financière. Peut-être à moyen terme. Davantage à moyen terme qu'à court terme. Non, nous, on va gagner à long terme. Voilà, croyez-moi, le méga système, dans le système, ou bien vous êtes agile, ou bien vous êtes puissant. Et paradoxalement, vous êtes puissant quand vous êtes agile. Donc les systèmes lourds, on fait venir des gros groupes financiers, et puis on fait venir, on envoie tout ça dans le cloud qui repart à l'autre bout du monde pour être traité. C'est fini. Voilà. On va repasser effectivement sur un modèle économique qui va être intéressant parce qu'il va être plus réactif, plus respectueux de l'environnement, mais il va obliger à l'innovation. Et en fait, l'innovation oblige à l'innovation.
on n'est jamais en stabilité quand on travaille sur l'innovation, quand on travaille sur la recherche. On ne dit pas, bon, c'est fini, j'ai gagné le match, donc je rentre à la maison. Non. Il y a toujours l'innovation crée un nouveau problème qui réclame une nouvelle innovation. David? Oui, juste pour rebondir, et je vais aller même un peu plus loin que Jean Leonetti, il n'y a pas de question à se poser. À très court terme, les gens qui déploient des data centers actuellement, c'est vrai, aux États-Unis, en Chine, le font avec un support de centrales nucléaires. On met 2-3 centrales nucléaires. Mais l'avenir, c'est pas ça. Et les leaders industriels le savent que c'est pas ça. Aujourd'hui, je recevais des managers d'une grande entreprise de télécom. La question principale qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à des performances d'IA qui soient similaires à celles du cerveau humain, qui consomment quelques watts, 10, 20 watts, là où les modèles d'IA les plus performants vont consommer 10 000, 100 fois 1000 plus d'électricité. Tout le monde se pose cette question. Donc les premiers à trouver la réponse, ce seront les gagnants dans cette course à l'innovation. Ce ne seront pas ceux qui auront déployé des centrales nucléaires. Et là, il y a une carte à jouer pour la France en général, puisque précisément, même si on a des centrales nucléaires, ce n'est pas le but d'en déployer partout. Il n'en reste pas moins que le sujet de l'énergie, à court terme, c'est un sujet important. Eurecom va déployer bientôt son centre pour l'IA. Donc ici, il y aura des experts, mais il y a aussi une infrastructure de calcul. Ça va nous mettre à la pointe, je pense, en région et en France. Mais ça consomme beaucoup d'énergie et c'est vrai que ça fait partie, dans la facture, c'est un des éléments les plus importants. Merci beaucoup. Des questions dans l'assistance? Ou des interventions, parce qu'il y a beaucoup de compétences dans l'assistance. Hein. Voilà. Écoutez, merci à vous pour ces échanges et ces éclairages sur la Technopole. Prochain rendez-vous du Club Éco, ça sera en juin. On va aller de l'autre côté du département, dans la vallée du Paillon, pour parler réindustrialisation verte. Merci à vous et à plus tard. Merci.